La filière anacarde reprendra bientôt vie au Cameroun. Avec l'appui de la coopération allemande, le pays va relancer cette filière dans le cadre du programme d'appui au développement rural. L'accompagnement de la GIZ se fera à la faveur d'un cofinancement du 11e Fonds européen de développement. La relance annoncée est motivée par les résultats d'une étude relative au développement des chaînes de valeur de l'anacarde et qui révèle que ce secteur pourrait fortement contribuer à l'économie camerounaise dans un contexte où le pays est en pleine stratégie de diversification de son secteur agricole. Il s'agit aussi pour Yaoundé de remédier à une sous-exploitation du potentiel agricole du pays. En effet, le Cameroun, dont l'amande et la pomme sont très prisées pour la consommation directe et même pour l'industrie cosmétique et la pâtisserie, a une production annuelle de 108 tonnes d'anacarde aux noix de cajou pour un potentiel estimé à des millions d'hectares. À l'horizon 2023, la production du pays devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 5,5 milliards de francs CFA selon les experts de la GIZ. La stratégie de développement mise en œuvre devrait par ailleurs permettre d'améliorer les compétences de milliers de personnes et aider à la création de 151 650 emplois autour de la filière. L'Éthiopie et le Burundi peuvent mieux tirer profit du marché du café de spécialité. C'est la conclusion à laquelle a abouti la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. La CNUSED explique que ces deux pays, qui pèsent pour 53% de la récolte d'Afrique de l'Est, peuvent agir pour bénéficier d'un segment du café de spécialité plus rémunérateur et en pleine croissance dans le contexte actuel où les prix sont déprimés sur le marché du café courant du fait de la production pléthorique. Selon le CNUSED, le Burundi peut fournir un excellent café aux consommateurs malgré le fait qu'il est confronté à plusieurs problèmes tels que le vieillissement des caféiers, la dégradation des sols et des pratiques agricoles inappropriées. La conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement estime par ailleurs que Bujumbura devrait investir dans l'intelligence du marché qui permet aux parties prenantes de mieux comprendre les facteurs liés à la demande croissante des marchés de niche importateurs et de capitaliser sur la réputation du pays qui est celui d'une nation qui offre un café de spécialité prisé. Quant à l'Éthiopie, il possède naturellement une large palette de variétés de café qui peut lui permettre de se différencier sur le marché. En effet, 2/3 des cafés éthiopiens peuvent être qualifiés de cafés de spécialité, en plus du fait que le pays a un avantage comparatif important dans la culture du café organique, dans la mesure où 90% de la récolte est de facto Le commerce électronique, une activité en plein boom en Afrique. Le secteur a généré un revenu de 16 milliards 500 de dollars en 2017 et les années à venir promettent d'être plus florissantes. Selon certaines sources, l'activité devrait atteindre un chiffre d'affaires de 29 milliards de dollars en 2022 et 75 milliards de dollars de ventes en ligne annuelles d'ici à 2025. Un essor essentiellement dû à l'amélioration de la connectivité Internet qui a incité de nombreuses plateformes de commerce électronique à se lancer dans la bataille. En 2017, le Kenya, le Nigeria, l'Afrique du Sud étaient les principaux pôles d'activité sur le continent. À l'époque, au moins 264 entreprises exerçaient des activités de commerce électronique sur 23 marchés africains, dans divers sous-secteurs tels que l'alimentation, les biens d'équipement, les vêtements, les services de taxi et les voyages. De belles perspectives, en somme, que pourrait ternir le fait que l'adressage public des rues dans de nombreuses villes devient plus approximatif au fur et à mesure que l'on s'éloigne du centre-ville, ce qui complique la tâche aux entreprises d'e-commerce dont l'acheminement efficace des commandes des clients et pèse sur les coûts de livraison. Autre handicap, la majorité des plateformes de commerce électronique nécessitent encore l'usage de cartes bancaires ou de solutions électroniques dans un contexte où le taux de bancarisation est encore en dessous des 10% et où l'inclusion financière hors mobile est très réduite.
ce qui restreint le volume des consommateurs qui peuvent acheter en ligne. D'où le recours au paiement en espèces, à la livraison et au mobile money comme monnaie de règlement. Ce service, qui touche même les plus petites bourses, comptabilisait 338 400 000 de comptes pour 1,2 milliard de transactions financières en 2017, selon l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie. La valeur de ces transactions correspondait à la somme de 19 900 000 $ US. D'ici à 2022, ces chiffres devraient doubler, voire tripler, avec l'amélioration du marché mobile très dynamique sur le continent. Pendant 20 ans, ce poste frontière était déserté. Aujourd'hui, des bus et des camions font la queue pour traverser. En juillet dernier, l'Érythrée et l'Éthiopie ont signé un accord de paix après 20 ans d'un conflit latent. Depuis l'ouverture de la frontière, le nombre d'Érythréens fuyant le régime répressif de leur pays a triplé. Nebat Zerea est parti avec ses 3 filles. Je ne pouvais pas fuir avant parce que j'avais moins de 20 ans. Il faut avoir 30 ans pour pouvoir quitter le pays. Donc je n'avais pas le choix, je devais attendre. L'Érythrée a l'une des économies les plus faibles d'Afrique et l'un des pires bilans du continent en matière de défense des droits de l'homme. La majorité de la population n'est pas autorisée à quitter le pays et n'échappe pas au système de conscription obligatoire et illimitée. Certains fuient le pays, mais d'autres viennent juste découvrir Zalambessa avant de repartir chez eux la nuit tombée. Je suis très surpris. Je ne m'attendais pas à un tel niveau de développement. C'est très surprenant, mais je suis heureux. Les camions affluent dans les deux sens. À Senaf, une ville érythréenne située à 23 km au nord de la frontière, les commerçants éthiopiens viennent par bus pour amener au marché tout ce qu'il est possible de vendre pour le plus grand bonheur des Érythréens. Nous avons tout ce que nous n'avions pas auparavant, du plus petit produit au plus gros produit. Des choses que nous n'avions pas avant viennent de Mekele et Adigrat. Les commerçants éthiopiens sont toutefois inquiets. La valeur de la monnaie érythréenne, la nafka, est bien supérieure au birr éthiopien, ce qui rappelle des préoccupations déjà présentes avant la guerre de 1998. À l'époque, les deux pays étaient déjà en désaccord sur les questions monétaires et commerciales. La 7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique met en lumière à Cotonou au Bénin un florilège des créateurs, inventeurs et innovateurs de l'espace OAPI. La démarche consiste à montrer le génie des ressortissants des 17 États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle pour, à terme, créer un marché de l'invention et de l'innovation technologique. À ma droite, vous avez une décortiqueuse de l'anacarde. Nous avons inventé cette machine qui a une capacité de produire 30 kg par heure. Ce n'est pas le seul prototype, il y a un second prototype qui est électrique. Sa capacité pendant 1 heure, c'est de 1 tonne. Oui, c'est un dispositif qui produit l'énergie électrique de façon autonome, sans carburant et sans une autre source d'énergie externe, non polluant. Dès que vous le citez, avec la batterie, vous enlevez la batterie, ça continue à générer le courant électrique jusqu'à l'infini. Cette 7e édition du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique se veut être celle de la relance. Après Dakar, Lomé, Libreville, Malabo, Bissau et Bamako, elle remet sur orbite un événement qui, depuis 2009, a enregistré de multiples renvois et délocalisations en raison de nombreuses contraintes. L'une des innovations majeures de ce salon est l'implication de la gente estudiantine dans le cadre d'une compétition sur la connaissance de la propriété intellectuelle et dans son impact pour le développement socio-économique. En dehors de cette compétition, plusieurs conférences et panels sont prévus pour meubler cette 7e édition. C'est aussi une opportunité offerte aux inventeurs de nouer des partenariats d'affaires ou de voir leur invention transformée en produit sur le marché. L'OAPI a un certain nombre de dispositifs pour accompagner les inventeurs qui auront été primés au cours de ce salon. Ne serait-ce que par des accompagnements en termes de financement, il y a des fonds qui sont prévus pour ça. Créé en 1997, le Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique se tient tous les 2 ans dans l'un des États membres de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle,
une organisation intergouvernementale. Mise sur pied en 1962, elle a pour mission principale de délivrer les titres de propriété industrielle et de participer au développement économique des États membres. Financé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine et l'Union européenne, le poste de contrôle juxtaposé de ces mètres s'étend sur 17 hectares. D'un coût global de 60 milliards de francs CFA, il dispose d'un bloc administratif, d'une brigade de douane, d'une zone de contrôle de piétons, d'un pont bascule et des salles de contrôle pour scanners. Sa construction entre dans le cadre du programme régional de facilitation des transports et transit routiers et permet de rapprocher les douanes nigérianes et béninoises. À améliorer leurs performances respectives et au confort de la circulation des personnes et de leurs biens. Le poste de contrôle juxtaposé de Sebin se veut être un outil qui facilitera la croissance des échanges entre les États d'espace CEDEAO. Ce joyau contribuera également à la réduction du temps de transit des personnes, des biens et des services, de même qu'à la réduction des coûts de transport et de transaction. Notre ambition est de parvenir au plus vite à notre objectif. La libre circulation des personnes et des biens et l'intégration effective de nos économies, voire de nos peuples, qui sont les mêmes, si ce n'est les dommages de la colonisation. Avec ce poste de contrôle juxtaposé, c'est un grand coup de pouce qui est aussi donné à l'intégration régionale. Il devrait par ailleurs permettre d'inculquer aux usagers le sens de l'unité et de sécurité. Au bout du compte, cela se traduit par des créations d'emplois, des opportunités, des possibilités de développement. Précisons qu'en dehors de ces méthodes, le programme régional de facilitation des transports et transit routiers a construit un poste de contrôle juxtaposé à Malanville, à la frontière bénino-nigérienne, et à Nuepé, à la frontière entre le Togo et le Ghana. Un barrage de fortune au milieu de la route fait de rondins de bois. Ces villageois manifestent contre une compagnie forestière. Dans ce village du nord du Gabon, la forêt est exploitée par une grande entreprise asiatique, mais aucune aide au développement n'a été versée. Les habitants sont en colère. Lorsqu'une société va dans un village, il y a un cahier de charges. Et dans ce cahier de charges, nous avons demandé la construction d'une école et d'un centre de santé. Mais jusque-là, la société n'a pas encore réagi. Depuis 2014, la loi gabonaise demande aux sociétés impliquées dans l'exploitation des forêts de financer des projets décidés par les populations locales. L'objectif est de dédommager les villageois qui perdent un accès à la forêt pour notamment cultiver et chasser. L'idéal aujourd'hui, c'est que les sociétés forestières, n'est-ce pas, respectent ce qui leur a été dit. Lorsque quelqu'un a bénéficié d'un permis d'occuper, pardon, d'exploitation, alors qu'est-ce que les sociétés forestières doivent faire? S'entendre avec les populations. On exploite et derrière ça, il faut que les populations puissent avoir des retombées de cette exploitation. Les compagnies justifient leur retard en condamnant les lenteurs administratives pour la validation des projets, ainsi qu'un manque de moyens. Nous sommes encore en pleine installation. Nous n'avons pas encore atteint la vitesse de croisière pour pouvoir produire et ristourner suffisamment au bénéfice des villageois. Le Gabon accueille plus de 150 opérateurs forestiers et le secteur représente 4% du PIB avec un investissement croissant de l'État pour une industrialisation de la filière bois. Mais la corruption rampante dans le secteur et le manque de retombées économiques risquent d'envenimer les relations entre les villageois et les entreprises pour de nombreuses années.